Au coucher du soleil, dans le golfe Persique, deux avions d'attaque Su-24 iraniens frôlaient les vagues, moteurs hurlants, tandis qu'ils visaient une silhouette lointaine à l'horizon. Leur objectif n'était ni un cargo rebelle, ni une vedette pirate. C'était l'USS Laboon, un destroyer américain lance-missiles patrouillant discrètement dans les eaux internationales. Sur les écrans radars du navire de guerre, les contacts approchaient rapidement, leur vitesse ne laissant aucun doute. Il ne s'agissait pas d'un simple survol innocent. C'était une épreuve calculée, une démonstration de force dangereuse dans l'une des voies des maritimes les plus volatiles du monde. Sur la passerelle, l'équipage ne broncha pas. Les procédures étaient claires: maintenir le cap, agir avec professionnalisme et laisser les défenses en couche du navire parler d'elles-mêmes en silence. Une voix calme retentit sur la fréquence ouverte. « Aéronef non identifié, vous vous approchez d'un navire de guerre des États-Unis opérant en eaux internationales. Gardez une distance de sécurité. » Les pilotes des Su-24 ignorèrent l'avertissement, descendant encore plus bas jusqu'à ce que leurs ondes de choc fassent onduler la surface de la mer. Sous le pont, le système de combat Aegis de l'USS Laboon suivait déjà chaque mouvement bien avant que les avions n'apparaissent à l'horizon. Les cellules de lancement verticales du destroyer avaient des missiles SM-2 prêts, les intercepteurs Sea Sparrow étaient armés, et le canon Gatling CIWS demeurait comme ultime ligne de défense. Le capitaine du navire, les bras croisés et le visage serein, ne donna pas l'ordre d'ouvrir le feu. La mission n'était pas d'escalader le conflit, mais de réfléchir à froid et de résister. Pour un observateur inexpérimenté, il aurait pu sembler que l'Iran avait l'avantage. Mais chaque balayage radar, chaque impulsion électronique et chaque manœuvre des Su-24 étaient enregistrés, analysés et archivés. Ce qui semblait être de l'arrogance était en réalité un trésor de renseignements pour la marine américaine. L'incident fut moins une victoire de l'intimidation qu'une démonstration silencieuse de modération, de discipline et de l'art de transformer une provocation en opportunité. Au-dessus de la mer Noire, une paire de vieillissants Su-27 flankeurs russes traversa les nuages minces, se dirigeant vers l'USS Porter, un destroyer américain lance-missiles en patrouille de routine. Pour un observateur occasionnel, il pouvait sembler que Moscou faisait une démonstration de force, des avions rapides rugissant au-dessus d'un navire de guerre américain pour rappeler à Washington que le Kremlin restait dans le jeu. Mais pour le centre d'information de combat du porteur, la manœuvre fut un cadeau enveloppé de bruit. Chaque balayage radar, chaque éclat des capteurs de visée des Su-27, chaque rafale de communication cryptée était silencieusement absorbé par le système de guerre électronique AAN/S LQ-32 du navire. Plus les chasseurs russes volaient près, plus ils révélaient d'informations, fréquences, schémas de signaux, habitudes de manœuvre. Tout était enregistré et transmis en temps réel à des analystes à l'autre bout du monde. Ce qui ressemblait à de l'intimidation était en réalité une récolte de données de renseignements inestimables. L'USS Porter n'était pas une cible facile. Comme destroyer de classe Harlake-Burke, c'était une forteresse flottante du système de combat Aegis, capable de suivre et d'affronter des centaines de menaces en même temps. Une paire de vieux chasseurs bourdonnant au-dessus du pont ne comptait guère face aux missiles hypersoniques et aux sous-marins avancés pour lesquels le navire avait été conçu. Le capitaine, calme et imperturbable, avait une directive claire: maintenir le cap, recueillir les données et ne pas escalader à moins d'être attaqué en premier. Le contexte remontait à quelques jours seulement. Une mission de reconnaissance de l'OTAN au-dessus de la Baltique avait irrité Moscou, provoquant des discours enflammés du Kremlin sur des violations de souveraineté. Les médias d'État russes avaient promis des conséquences. Et elles étaient là, des chasseurs de l'ère de la guerre froide tentant de paraître dangereux face à l'une des plateformes navales les plus sophistiquées du monde. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. À l'intérieur du porteur, les marins observaient l'un des Su-27 allumer son poste combusteur, l'onde de choc faisant vibrer les antennes du navire.
Pour l'état-major russe, les images du survol seraient diffusées comme une victoire, des chasseurs traversant avec défi au-dessus d'un navire américain. Mais dans les centres d'opération de Norfolk et de Bruxelles, la réaction fut tout autre. Les analystes voyaient arriver la télémétrie, cartographiant les vulnérabilités de la flotte russe vieillissante. Chaque panache de chaleur capté par les capteurs infrarouges, chaque appel radio haché, chaque verrouillage de visée révélait exactement comment ces chasseurs se comportaient sous pression. Pour la marine, ce n'était pas une provocation, mais une opportunité. L'incident apparaîtrait dans les gros titres comme une autre « rencontre tendue », mais pour l'équipage du porteur, ce fut une victoire silencieuse. Moscou crut montrer ses muscles, mais en réalité, il avait livré une carte complète de ses tactiques aériennes sur un plateau d'argent. Dans le Pacifique Sud, le soleil brûlant brillait tandis que deux chasseurs vieillissants, Sukhoi Su-30 MK, deux d'une force aérienne régionale, piquaient vers l'USS Higgins, un destroyer de classe Harley Burke effectuant des patrouilles de routine pour la liberté de navigation. Pour les observateurs occasionnels, cela pouvait sembler un défi audacieux. Des avions fendant l'air autour d'un navire américain pour envoyer un message de défi. Mais en réalité, le jeu était beaucoup plus inégal. La marine américaine avait discrètement renforcé la zone quelques jours auparavant. Des liaisons satellites, des avions de patrouille P-8 Poseidon et des drones MQ-9 formaient un parapluie invisible s'étendant sur des centaines de milles. Juste derrière l'horizon, un groupe aéronaval naviguait à portée, avec ses chasseurs FA-18 Super Hornet et ses avions d'alerte avancés, eux, deux Hawkeye, prêts à intervenir. Le Higgins n'était pas un navire isolé, c'était un nœud d'un vaste réseau conçu pour la suprématie. Lorsque les Su-30 allumèrent leurs postes combusteurs et frôlèrent les vagues, leur trajectoire de vol, balayage radar et transmission radio furent instantanément enregistrées. Le radar AN/SPX-1 les détecta en haute définition. Le système de guerre électronique AN/SLQ-32 du navire intercepta leur fréquence de communication, rafales cryptées et même de subtiles signatures dites temporelles. Chaque panache thermique de leur moteur fut cartographié par des capteurs infrarouges. Pour l'œil inexpérimenté, cela semblait une victoire de l'intimidation. Pour les analystes de la marine, c'était une mine d'or. L'histoire de fond reflétait des affrontements similaires dans le monde entier. Quelques jours plus tôt, le gouvernement régional avait condamné les opérations américaines près d'un récif contesté, accusant Washington de provocation. Les médias d'État avaient promis une démonstration de force. Et voilà les chasseurs rugissant au-dessus d'un destroyer américain espérant une victoire de propagande. Mais la provocation est un jeu dangereux. Une seule erreur, un verrouillage radar, une manœuvre mal interprétée, pouvait transformer la mise en scène en conflit ouvert en quelques secondes. Le Pentagone ne répondit pas uniquement par des menaces. En 48 heures, 4 chasseurs furtifs ACF-35. Lightning. 2 arrivèrent dans une base voisine, un signal silencieux mais sans équivoque. Contrairement aux Su-30, ceux-ci étaient des avions de 5e génération, pratiquement invisibles au radar, saturés de capteurs et capables de démanteler des défenses aériennes avant même qu'une alarme ne retentisse. Pour les commandants locaux, cela signifiait que les enjeux avaient radicalement changé. Ce n'était pas la première fois qu'une démonstration de force se soldait par un échec. Quelques mois auparavant, dans le golfe d'Aden, un tir de missile Houthi visant un hélicoptère Seahawk de la marine avait abouti à la destruction du site de lancement en quelques minutes et à l'archivage de ses signatures électroniques pour usage futur. En mer Baltique, le passage à basse altitude d'un chasseur russe au-dessus d'un destroyer américain avait fourni aux analystes de l'OTAN des informations précieuses sur les protocoles de guerre électronique de Moscou. L'excès de confiance peut ressembler à du pouvoir, jusqu'au moment où il offre à votre adversaire l'intelligence exacte dont il a besoin. Les chasseurs finiraient par virer, leur traînée de condensation se dissolvant dans le ciel humide. L'équipage du Higgins maintint son cap, serein et discipliné. Ils savaient ce que leurs adversaires ignoraient.
Dans la guerre moderne, la retenue peut être une arme, et le bruit n'est pas une force, c'est une vulnérabilité. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Dans ces moments-là, la vérité devient indéniable. Les apparences peuvent tromper, mais la discipline ne ment jamais. Pour Caracas, la leçon ne fut pas seulement dure, mais humiliante. Les survols bas et rapides peuvent électriser les écrans de télévision et enflammer les foules. Mais pour un destroyer équipé du système Aegis, ils ne sont rien de plus qu'un bruit de fond face au bourdonnement profond d'une stratégie globale. Ce qui prétendait montrer de la force ne fit qu'amplifier la faiblesse. Une flotte vieillissante de chasseurs s'efforçait de paraître dangereuse face à un navire de guerre conçu pour des conflits de haute intensité contre des adversaires de premier plan. Chaque manœuvre imprudente n'intimida pas, elle enseigna. Chaque balayage radar, chaque flamme de post-combustion à l'horizon fut capturée, archivée et analysée par le réseau naval le plus avancé du monde. Le Venezuela ne se contentait pas de fanfaronner, il nourrissait la bête. Du point de vue de Washington, la stratégie restait claire, garder son calme, ne pas tirer et attendre que l'adversaire commette la première erreur. La guerre moderne ne consiste pas toujours à presser la gâchette. Il s'agit parfois de patience, de données et de pression psychologique. À une époque où la guerre de l'information compte autant que la puissance de feu, la retenue peut être une arme plus puissante qu'un missile. La réponse calme du Jason Dunham n'était pas de l'hésitation, c'était de la maîtrise déguisée en silence. Pense à ce qui se passait au-delà de l'horizon. Des satellites suivaient chaque mouvement. Des avions de surveillance à long rayon d'action cartographièrent l'affrontement et des analystes dans des centres d'opération lointains disséquaient déjà fréquences et signatures thermiques. Les pilotes vénézuéliens croyaient envoyer un avertissement. En réalité, ils livraient le plan de leur propre capacité. L'ironie était frappante. Plus ils s'approchaient, plus ils devenaient invisibles stratégiquement. Caracas avait transformé une manœuvre théâtrale en une erreur stratégique. Quand les F-16 finirent par virer vers leur base, le destroyer n'avait ni modifié son cap, ni tiré un seul coup, ni montré la moindre hésitation. Pour les marins de quart, ce ne fut qu'une ligne de plus dans le journal de bord, un jour de plus en mer. Mais pour les planificateurs militaires et les officiers de renseignement, le moment fut inestimable. De nouvelles empreintes électroniques avaient été ajoutées à la bibliothèque croissante des tactiques adverses détenues par les États-Unis. Le survol, qui semblait être une démonstration de force à la télévision vénézuélienne, fut, en réalité, un cadeau accepté en silence et sans fanfare. La leçon plus large résonne bien au-delà d'un après-midi dans les Caraïbes. Dans les conflits militaires, l'arrogance est souvent le premier pas vers l'échec. Les survols, les leurres lumineux et les manœuvres audacieuses peuvent impressionner un public national, mais ils ne réécrivent pas l'équilibre des forces. La discipline, l'entraînement et la capacité à transformer le bruit en connaissance, voilà les facteurs qui décident qui domine le champ de bataille. La marine américaine n'eut pas besoin de tirer un seul missile pour revendiquer l'avantage. Elle se contenta d'écouter, d'apprendre et d'enregistrer chaque détail pour l'avenir. Maintenant, imagine-toi sur la passerelle de ce destroyer. La mer s'étend à l'infini, la lumière du soleil brille sur les vagues et deux chasseurs supersoniques tracent des arcs de feu devant ta proue. Tes mains flottent près des commandes. Tirerais-tu un coup de semonce au risque d'une escalade ou ferais-tu confiance à ton navire, à ton entraînement et à ta chaîne de commandement? Ces moments mettent à l'épreuve bien plus que les nerfs. Ils mettent à l'épreuve le jugement. Si cette histoire t'a captivé, réfléchis à ce qu'elle révèle sur la puissance navale moderne. La force n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse, constante et patiente. Et dans un monde dangereux, le camp qui garde son calme gagne souvent avant même que le combat ne commence. Aimer et partager pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe.